Bonjour Sarah. Dis, j'en arrive au chapitre 18 et je vais le boucler rapidement parce que je dois voyager demain. C'est un chapitre important qui a été écrit en octobre 2019, mais il reste d'actualité, il reste vraiment d'intérêt public. Il est important dans la politique économique. Alors il est titré Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Les politiques de relance ou d'austérité sont toutes deux nuisibles à l'état du monde et du social en général. La planète ne peut plus se permettre et les êtres humains ne tiennent plus. Donc les deux principales voies de la relance économique ou de l'austérité, toutes deux sont nuisibles. On peut, à la Trumpiste, relancer les exportations, les ventes d'armes, les alliances foireuses, les crédits d'achat pour gagner du dollar, enrichir le nous, aux dépens de ceux qui le dépensent, aux dépens de ceux qui le dilapident, qui s'appauvrissent. Au final, l'enrichissement des uns se fait aux dépens de la nature, aux dépens du support de notre planète qui nous reçoit et qui porte des existences. On peut, à la FMiste, pratiquer l'austérité budgétaire, serrer la vis, dévaluer la monnaie, augmenter l'impôt, imposer, recourir à l'emprunt, augmenter la dette publique, brimer l'État-providence, surveiller la fraude des misérables, contrôler les souffrants, faire le malheur des nécessiteux. La Grèce porte une dette publique insoutenable. Le Liban et la Tunisie vivent en état de quasi-faillite. Ils taisent ou n'ont pas conscience de leur état. Les rapports sociaux ont changé, dramatiques, avec des colères sociales, des insuffisances financières et de leurs conséquences alimentaires, sanitaires, sécuritaires, de repli, de suicide même. Les pouvoirs politiques sont perturbés, doublés d'incompétence. Je ne croyais pas si bien dire, parce que les événements vraiment vont confirmer tout ce que j'écrivais déjà en 2019. Donc, les politiques de rigueur ou les politiques de relance, toutes deux sont mauvaises. On peut faire autrement et dérouler une troisième voie pour faire de sorte qu'un monde tourne tel qu'il est défini par le fondement existentiel, qui consiste à appliquer cette théorie cyclique dont j'ai parlé pour observer l'économie sous l'angle de la reproduction en relation avec l'exploitation et la disponibilité des ressources. Donc dans la science de la gouvernance, j'ai posé cet appareil, cette machine, comment elle fonctionne, cette machine sociale, cette machine existentielle. Donc il faut reposer cette machine et travailler sur cet outil. L'approche consiste à intervenir sur la dynamique cyclique de l'existentiel pour identifier les activités nuisibles qui rament à contresens et brûlent une énergie inutile pour restituer la cyclique, pour supprimer les activités inutiles, pour satisfaire les besoins, pour définir les objectifs sociaux. On peut ignorer la croissance du PIB et veiller à la prime satisfaction des besoins. On peut déconsidérer l'austérité et organiser la redistribution, faire l'économie de l'activisme et d'un dénervement des initiatives. On peut déjouer la production et favoriser l'optimisation, passer au point mort ou couper les moteurs pour laisser faire les énergies et mieux repartir. On peut faire le choix de la paix et du bien-être des gens. On peut diminuer la force de l'argent, repenser humain. On peut protéger la planète et renouveler le vivant. Quand je donne une image de passer au point mort, vous savez, quand vous roulez et que vous avez une certaine vitesse, et donc vous êtes au point mort, donc vous laissez la voiture partir, les rouler, vous êtes uniquement en train de guider. Bon, ça fait une économie d'essence, ça fait une économie de pollution. Donc c'est un peu la recommandation qui est faite en ce sens-là, c'est diminuer un peu l'activisme parce que l'activisme est nuisible à l'environnement. L'état de détérioration de la planète ne le permet plus. La prospérité durable considère le renouvellement des ressources. Alors revenir au fondement cyclique, l'idéologie politique devra revenir au sens vital de l'existentiel d'une loi cyclique pour composer l'activisme humain et la préservation des cycles de vie, pour identifier les contradictions et dénouer les nœuds, défendre l'évolution spirale et la continuité d'une planète vivante dans la permanence et la durabilité. Remédier aux crises consiste à diminuer les tensions sur la biologie
et à mettre en garde d'un impossible destin d'une humanité en croissance exponentielle, d'avidité, sans considération d'autrui, ni de protection de ressources. Les bases de l'organisation humaine visent le sens social et commun d'une organisation de tous pour la contribution, la satisfaction, la récupération, dont le service est de privilège public aux dépens d'un intérêt numéraire. Alors, cette approche, donc, elle est khaldounienne, khaldounienne au sens de Ibn Khaldoun. Alors, Ibn Khaldoun, bon, je le prononce à la française, disons khaldounienne. Bon, khaldounienne, si vous préférez, l'approche khaldounienne ou l'approche khaldounienne vise à revenir à l'essence du cycle. Alors, Ibn Khaldoun n'était pas réputé économiste. Cependant, il percevait le fondement cyclique de l'existence et de la durabilité du monde. Pour lui, tout tourne et tout doit tourner. Il n'imaginait pas que les choses cessent de tourner. La banalité de l'expression d'une roue qui tourne n'inspira pas l'idéologie des Lumières. Aujourd'hui, la menace concerne le vital, de l'existentiel. L'approche khaldounienne réaffirme le fondement cyclique de l'existentiel pour édifier une économie durable. Alors, pour l'auteur des Prolégomènes, le processus cyclique vaut autant pour la journée du papillon que pour le centenaire des civilisations. Il concerne nos modes de vie journaliers, routiniers, générationnels, inspire nos technologies depuis l'invention de la roue, la création des circuits, les ondulations, les codes binaires. Il vaut autant dans l'échange, l'économie, les relations humaines, les sciences sociales. Chaque cycle tient une existence avec sa période de vie et de renouvellement dans un espace de rotation et un délai. Une quasi-comptabilité d'un actif et d'un passif en cohérence avec l'échange pour donner et recevoir. Le fondement cyclique s'impose en règle de gouvernance pour préserver une durabilité du monde. Ce fondement reprend l'intérêt d'ordre dans un monde éclaté. Prenons modèle sur les anciennes écritures et refaire le monde en 7 jours, promouvoir les ressources écologiques et reproduire la nature, planter des arbres et reboiser les forêts, refaire les nids et réintroduire les espèces, installer le corail marin et renaître les océans, récupérer les eaux et recycler nos déchets, accepter la sous-démographie et renforcer le corps social, réaliser la prophétie biblique pour refaire l'homme à l'image d'un Dieu créateur avec la recomposition du fondement cyclique que les fils de Noé renouvellent dans leur projet de regarnir la terre. L'humanité a ignoré la précieuse connaissance des anciens pour leur méthode d'autosuffisance lorsqu'il n'y avait ni moyens, ni facilité, ni technologie, ni échange marchand. Les grands-parents assuraient la satisfaction et la continuité de leurs besoins avec des connaissances à notifier. Il n'y a pas de nostalgie à regretter, mais d'expérience à connaître et de secrets à aviver. Les êtres humains s'étaient adaptés à tous les lieux, à tous les climats. Ils ont expérimenté des choses utiles. Ils ont composé la mémoire de vieilles civilisations dont leurs descendants devinrent des poor underdeveloped countries, selon l'expression de Truman. Qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire, c'est que toutes les sociétés veillaient au collectif. Donc l'histoire du salariat, c'est quelque chose de nouveau. Par contre, toutes les sociétés, pensez seulement à vos grands-mères, la capacité de nourrir un grand nombre de gens avec peu de moyens, mais un savoir-faire. Et tout ce savoir-faire a quelque part disparu. Je parle d'autant plus dans les cultures africaines. Vous connaissez ce récit de la mama qui est capable de nourrir toute une tribu avec peu de choses, et c'est tellement délicieux. Et en fait, on a tout industrialisé, on est en train de perdre tous ces savoirs de la survivance, et finalement, on se place sous la dépendance de la production, du salariat, et ça ne fait qu'accentuer notre crise sociale, parce que le jour où on coupe les salaires, le jour où on coupe les finances, c'est dramatique pour les populations. Regardez ce qui se passe dans les États actuels de Tunisie ou du Liban, sans parler des autres, où on parle beaucoup moins, mais actuellement ces pays sont vraiment en crise aiguë, et on n'a pas fait la relation encore entre la production et la consommation, parce que aujourd'hui on se plaint que c'est cher, on se plaint qu'on n'a pas d'argent, mais un autre jour, ce sera la production elle-même qui fera défaillance. Et si c'est cher, c'est parce que les productions ne s'en sortent pas. Voilà. Donc, retourner à ce cours cyclique de l'existentiel, qui est le fondement de l'existence. Je reviens toujours
à l'existence. Pourquoi? Parce que, à cette fable de Socrate dont je vous ai parlé la dernière fois, Thalès, qui observe le ciel, ne doit pas oublier le sol sur lequel il marche. Et donc ça, c'est l'existentiel. Et toute notre inventivité, elle est due à quoi? C'est pour faire des économies, pour économiser nos êtres, pour moins travailler. Et donc, et malheureusement, toutes ces compétences, toutes ces innovations ont servi d'autres objectifs. Aujourd'hui, travailler devient une obligation. Enfin bon, je dirai ça plus tard dans un autre contexte. Alors, l'idéologie devra aussi revenir au sens vital de l'existentiel, d'une loi cyclique à composer dans l'activisme humain et la préservation des cycles de vie. Remédier aux crises consiste à diminuer les tensions sur la biologie et à mettre en garde d'un impossible destin d'une humanité en croissance exponentielle. J'ai déjà lu, je le relis. En fait, l'approche est anti-keynésienne. Anti-keynésienne, dans quel sens? Au sens que Keynes dit il faut creuser des trous et refermer afin de relancer les activités économiques, afin de relancer le PIB et relancer donc la croissance. Là, la démarche est absolument inverse. Il faut dénicher les contraintes inutiles à éliminer pour un économat de l'activisme. Il faut voir que l'enjeu de la planète ne le permet plus. C'est le sol existentiel fondamental qu'il faut mettre à vue. Et donc, on ne peut plus se permettre une croissance. Par contre, il faut éviter tout ce qui est inutile. Donc, il vise à diluer les activités. Et donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de conduire au point mort pour se laisser emporter par l'énergie sans donner les gaz. La conduite se laisse emporter par l'énergie produite et adapter nos activités aux besoins, la vitesse au cycle, afin de laisser une chance de récupération aux ressources et de préparer à une économie de demain. Alors, les contradictions, ce qu'on n'avait pas, donc les nœuds, sont les activités inutiles, stériles, nuisibles. Il s'agit de les identifier pour les supprimer et optimiser nos ressources afin de préserver l'existence, le renouvellement des espèces, des ressources de la nature. C'est donc une économie de l'économat et une surveillance de la diversité. En d'autres mots, il ne s'agit pas d'apprendre à pêcher. Vous savez que la grande morale, c'était apprenons aux Africains à pêcher, c'est mieux que de leur vendre du poisson. Mais là maintenant, il s'agit de donner à nourrir plutôt que de laisser faire les activités de la pêche. Parce que les activités de la pêche vont nuire au renouvellement des espèces. Donc évitons de pêcher. Il ne faut pas apprendre à pêcher, il faut éviter de pêcher. Par contre, le produit de la pêche doit être redistribué et non pas terminé en gâchis, parce que la logique industrielle ne convient pas dans les ressources de la nature. En ce sens, le projet est collectiviste pour un gain marginal, un économisme de l'inutile, à moindre activisme environnemental, en faveur de solidarité et de partage. La production des uns sert la distribution des autres pour une solidarité de la pauvreté et un apaisement des vies quotidiennes. L'approche n'apporte rien de nouveau, sinon l'expression de synthèse. Elle s'appuie sur les besoins existentiels, prend modèle sur la réalité biologique d'une connaissance relevant de la solidarité humaine pour une gestion quotidienne et collective de tous. Elle tient de l'observation pratique des familles solidaires, de vieilles communautés que l'on retrouve souvent dans les cultures africaines où il faut nourrir la tribu. Alors l'approche est rousseauiste de Jean-Jacques. Dans les rêveries, les rêveries de Jean-Jacques Rousseau sont un privilège de réflexion sur la société et son évolution. Loin d'être inutile, c'est-à-dire que là on va nous taxer toujours de naïveté, mais ce n'est pas naïf ce que l'on raconte là. C'est une façon de vous dénigrer, de vous dire oui mais vous êtes bien naïf de croire qu'on peut construire une économie de paix, comme si l'égoïsme ou la rigueur allait être plus porteur. Non, non, c'est pas vrai. Il faut se rendre compte qu'un État est neutre, qu'il gère des populations, que les États collaborent, coopèrent, et ne jamais oublier le sol commun qui nous tient. Et donc c'est vrai que cette conception de l'économie diverge avec les communautarismes, les mouvements de droite qui sont en vogue en ce moment, gravement en vogue, surtout particulièrement en France, c'est très inquiétant. Et la France, si elle a toujours été à l'avant-garde des idées, de l'humanisme, de l'universalisme, là, elle est vraiment en grave phase, puisque les
les derniers intégrés des dernières générations se permettent de tenir des propos abominables, discriminatoires à l'égard des nouveaux arrivés, etc. Alors la démarche est hegelienne de Hegel, lorsqu'elle émet un débat volontaire de réflexion critique et d'analyse sur l'approche sociale. Les débats sont ouverts aux groupements locaux, aux élites scientifiques, pour défendre les libertés et faire entendre les diversités, contribuer au bonheur et inspirer les modèles du monde, prévenir de la débâcle et adopter de nos choix. Alors, quand je parle de tradition, je dis hegelienne, c'est juste un peu par respect au philosophe, parce que le philosophe avait imposé les principes de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. J'ai parlé de Jean-Jacques Rousseau parce que ce sont des rêveries, mais ce sont des réflexions. Et en fait, c'est toute la question de la dialectique française. La France a une tradition de la dialectique, de la construction du débat, que j'essaye d'évoquer contre ces hypernationalistes voilà, qui sont en vogue en France, pour poser des constats, donc la dialectique de la tradition française, pour poser des constats, établir des débats critiques, exprimer les subjectivités, les subjectivismes, développer les modèles applicables pour adapter nos modes de vie et communiquer les expériences. L'intérêt de la dissertation française est d'encadrer une pensée structurée de connaissances scientifiques et d'observation dans la perspective du temps qui passe. L'intérêt du monde est approché par des sentiments personnels pour donner force à la subjectivité de nos périmètres étroits et communiquer les expériences originelles. Parce que tout vient du subjectivisme, tout vient de l'expérience privée. Quand je vous ai dit que les Africains ont à nous apprendre dans leur méthode de cuisiner, de stocker, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais par exemple, pour vous dire concrètement, moi, ma maman, elle est venue chez moi et j'avais des invités ce jour-là, elle les a tous invités à manger, je n'avais rien pour les nourrir. Elle les a invités à dîner. Eh bien, elle a été capable, avec un peu de farine et un peu d'huile et quelques tomates, elle a été capable de faire une pizza pour tout le monde, de faire une khalte hori avec les carottes que j'avais, et les gens ont trouvé ça délicieux, ils ont trouvé ça très bon. Mais c'est cette compétence de ma maman qui est capable donc d'utiliser les éléments pour cuisiner. Qui aujourd'hui, dans nos jeunesses, serait capable de faire une pizza en 2 minutes qui soit aussi bonne et excellente? Il y a tout à savoir. Donc c'est toujours des subjectivismes qui contribuent au progrès. Et voilà. J'ai mal exprimé ce que je voulais dire, mais je dois aller vite, je m'excuse. Alors, les subjectivismes sont très importants et il faut les considérer et les établir en état critique parce que les subjectivismes sont des modèles. Vous y croyez, les autres n'y croient pas. Eh bien, mettez-le en application, peut-être qu'un jour vous deviendrez un modèle. Donc il ne faut pas négliger ou, sous-estimer ou les expériences privées. Au contraire, il faut les laisser s'exprimer, s'épanouir et voir dans quelle manière, dans quelle mesure on peut leur donner une voix intelligible, collective, etc. Considérons l'originalité française de la relation au monde. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, évolue vers un communautarisme français, alors que la France n'a jamais été française. Si vous voyez les Français, ils ont toujours négligé leur pays. Aujourd'hui, on a des immigrés comme Zemmour, ou comme Messia, ou comme la toute récente, là maintenant, journaliste tunisienne, fils d'ambassadeur tunisien, qui se permet d'être porte-parole d'idées communautaires françaises, Zam, elle aime la France, etc. Mais les Français, ils sont critiques à l'égard de leur État. Et c'est normal, c'est légitime, parce qu'on réclame toujours plus de son État. On n'est pas là à fanfaronner la France et drapeau français. Non, la France est une culture, c'est un État neutre pour des citoyens égaux. C'est ça les principes de la culture française. C'est pas la défense d'une patrie genre pour laquelle je sacrifierais ma vie ou non. Non, c'est une culture française, c'est un principe de neutralité, d'universalisme, d'égalité. Donc là, il faut considérer l'originalité française de la relation au monde, d'un intérêt pour les centres d'études et la recherche. Les universitaires de haute spécialisation ont contribué à des études économiques, historiques, océanographiques. Pensez à Cousteau,
Est-ce que Cousteau était français, franco-français? Non, il était pour la défense des océans, il voyageait dans tout le monde. Oh, il est français, mais il est français, c'est son origine qui est française. Mais lui, il porte une valeur, une éducation, une culture. Pensez en Afrique du Nord, aujourd'hui, là, vous êtes méprisants, surtout les Algériens qui sont méprisants à l'égard des Français. Mais fouillez dans vos bibliothèques, vous allez voir que ce sont des auteurs français qui ont contribué à la connaissance de l'histoire d'Algérie. Et ça va beaucoup plus loin. Toute la connaissance, et c'est dommage que ça ne s'est pas poursuivi. Parce que je viens encore de voir il y a quelques jours qu'on a retrouvé des ossements très anciens, de 300 000 ans, comme si l'homme le plus ancien du monde venait d'Afrique du Nord. Et oui, nous on croyait qu'il venait d'Éthiopie, etc. On a trouvé des ossements plus anciens en Afrique du Nord, mais ils n'ont pas été étudiés à cause de quoi? À cause de cette jalousie, du nationalisme, du patriotisme absolument déplacé, qui nie en fait la relation des peuples, la relation intellectuelle, la relation culturelle, la relation scientifique. Et ça, c'est une originalité française. Déjà Louis XVI finançait Bonaparte, etc. Je peux vous citer des tas d'exemples où la France a contribué à la connaissance du monde. C'est ça qu'il faut voir dans la richesse du modèle français. Des universitaires de haute spécialisation ont contribué à des études économiques, historiques, océanographiques, biologiques, anthropologiques. Nombreuses missions de prestige ont contribué à la connaissance animale, les récits de l'histoire, les apports culturels, l'anthropologie. Des professionnels ont développé des initiatives culturelles, des actions sociales, des services de coopération. Ils ont promu des méthodes de gestion, d'organisation, de gestion des territoires, de contribution au droit, à l'organisation sociale. Au final, le projet est universaliste pour la contribution. Donc c'est ça qu'il faut voir dans la relation au monde, et non pas First America, c'est-à-dire que moi je m'enrichis d'abord. Ça n'a pas de sens. Bon, vous pouvez le faire, vous enrichir pour vous, mais ce n'est pas une réaction de bonne coopération. Alors la préoccupation ne concerne pas l'intérêt de l'argent, mais la satisfaction des besoins et la cohérence des conditions. Les activités de production agricole, industrielle, culturelle, artistique ne s'avèrent pas viables au compteur financier. Vous savez, quand vous mettez toujours l'argent, le chanteur, il est désintéressé, il est, je veux dire, l'intellectuel, moi, ce que je fais, ce travail-là, mais il n'est pas rentable. Mais pourtant, c'est un travail de philosophie politique, de réflexion, qui est absolument utile dans une société pour savoir comment est-ce qu'on évolue. Lorsque la fin de la planète sera sifflée d'ici une cinquantaine d'années, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, oh, ils avaient raison, ces gens-là, à qui nous n'avons pas donné les moyens de s'exprimer. Donc à l'échelle de l'argent, on ne tient pas le coup. Les agriculteurs, c'est pareil. Les agriculteurs, ils vous donnent à bouffer au monde entier. Et bon, on ne veut pas qu'ils s'enrichissent non plus, mais il doit y avoir quand même une satisfaction dans cette fonction fondamentale de production alimentaire. Les usines ferment, délocalisent, les activités agricoles intenables se réduisent, le malaise persistant des agriculteurs n'est pas à sous-estimer. Le nombre des faillites, des fermetures ou des fins d'activité est effarant. Là encore, j'ai un site dans lequel je vois toutes les faillites incroyables, des machines toutes neuves, pour des usines, pour des entreprises. Les gens sont en faillite, ils sont en train de vendre des machines, des technologies qui ne trouvent pas preneur. Donc elles terminent carrément au métal. Pourquoi est-ce que ces activités, ces machines-outils, pourquoi ne vont-elles pas vers l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une aide de la coopération pour transférer ce matériel vers les pays d'Afrique? Je vais vous dire un exemple. Quand j'étais au Burkina Faso, j'ai rencontré un gars qui avait une imprimerie. Il m'a raconté qu'il avait fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et après la guerre, il est resté à Paris. Il a fait des études, et quand il a terminé ses études, il a ramené avec lui une imprimerie. Et il l'a amené jusqu'au Burkina Faso avec toutes les difficultés du monde, parce que c'était une machine très très lourde. Et avec cette machine, il a travaillé depuis les années 50 jusqu'aux années, donc les années, quand j'étais au Burkina, jusqu'aux années 2010. Et il a travaillé avec cette machine pour faire les menus, pour faire les cartons de mariage, pour faire les invitations. Et je veux dire, avec cette machine qu'il a rapportée avec toute la difficulté du monde, et le pauvre, il me demandait, oh Kérim, j'ai envie de renouveler ma machine, est-ce que tu pourrais pas me trouver une nouvelle solution? Parce qu'elle a vraiment vieilli.
C'est-à-dire que vraiment, alors, ils se sont débrouillés, mais elle ne tient plus. Bon, aujourd'hui, vous me direz, le système a changé, mais à l'époque, il ne savait pas les nouvelles méthodes d'impression. Et donc, il voulait renouveler sa machine et il cherchait à trouver une nouvelle machine d'imprimerie. Pourtant, cette machine, elle date des années 40. On a fait des tas de progrès depuis. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas au transfert de techniques, de technologies, de machines-outils? Pourquoi est-ce qu'on est sanctionné d'une part par des douanes et d'autre part par la règle de l'argent? On ne peut pas tenir, mais il faut que la coopération nous aide. Et puis ensuite, quand il y a un gain, quand il y a un retour financier, ce retour financier, vous avez quand même obligation de le redistribuer. Quand on vous a fourni une machine et que votre entreprise fonctionne, ce n'est pas non plus pour spéculer, pour vous enrichir, non, c'est aussi de prendre ce surplus et donner à d'autres la chance de se développer, de développer des activités, de vivre tout simplement. C'est une question de solidarité humaine. Alors, les nombres des faillites, des faits d'activité est effarant. Une compétence, un esprit de commerce. Un esprit de commerce. Oui, des compétences, de savoir professionnel, une organisation, des initiatives. Un marché ne se transmet plus. Les vieux ferment, les jeunes chôment, sans transfert ni des générations, ni des compétences. Tout un pays se désindustrialise, tout un pays se désagronomise, faute de formation, d'information, de succession, d'obligations publiques. Toute l'étude s'autofinance avec l'idéal vulgaire d'une logique de tout argent qui en arrive à la cohérence de détruire les lieux de production, de l'industrie, de l'agriculture, de l'intelligentsia, après avoir détruit ceux de la vie, des existences et de la faune naturelle. Si le cycle, je parle du cycle existentiel, si le cycle est rompu, la linéarité est visible. Le propos tient d'une atomisation des corps de souffrance, des industriels, des producteurs agriculteurs, des artistes ou des intellectuels. Les agriculteurs alimentent un monde par l'intermédiaire de traders. Les héritiers du terroir déclinent. Les organes de commerce spéculent, tandis qu'ils ignorent la vie d'une semence. Les industriels sont dans une tourmente de production. L'artiste vogue. L'intellocrate, par contre, lui, tient le micro de CNews et il nous emmure, propre à jaillir sur les ondes publiques pour défendre une France à une guerre et prétendre à une guerre civile au nom de son Algérie perdue. Là, je parle de Zemmour. Il est inquiétant parce qu'il a libéré la parole. Aujourd'hui, les gens messiha, là, que vous connaissez, eh bien, il se permet un racisme. Mais attends, mais il devrait se regarder dans un miroir, ce monsieur. Et Sonia Mabrouk, fille d'ambassadeur, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas retournée en Tunisie? Ah, elle défend la France, genre elle appartient à la France, genre elle est très fière à la France, genre elle aime les paysages, genre... Attends, mais c'est de la foutaise. Mais le vrai Français, il ne faut pas l'embêter. La nature du vrai Français, c'est ça. Il ne faut pas l'embêter. Il est contre l'État, parce que c'est sa liberté de ne pas aimer. C'est la particularité, c'est l'originalité française. Parce que la France, c'est une culture. Il n'y a pas ce nationalisme, patriotisme où je tue autrui. La France a toujours été une culture d'intégration. Si vous voyez les ADN de tous les Français, ils sont tous une origine étrangère. Et depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est très différent des Belges, c'est très différent des Hollandais, c'est très différent des Allemands. Les Italiens aussi sont très mélangés, mais ils l'ignorent. Mais les Français, ils sont basés sur la diversité de leurs origines. C'est l'homme et l'intégration de l'homme dans une patrie nouvelle avec des gens égaux. Mais c'est une force énorme d'un point de vue droit, d'un point de vue idéologie. C'est-à-dire qu'on peut se rattacher à cette culture française. C'est pas la France. C'est pas la France. C'est une culture. Enfin bref, j'en dis trop là. L'État-nation doit veiller à la projection des intérêts. Entrepreneuriat, production, philosophes sont précieux, essentiels. Les agriculteurs sont nos nourriciers, les entreprises notre richesse, les artistes notre art de vivre, les économistes notre bien-être, les intellectuels notre conscience, les philosophes notre capacité de réfléchir. La contradiction de l'État social contraint notre sécurité vitale. Les exploitations agricoles et les usines doivent poursuivre leurs activités en stand-by si nécessaire pour s'adapter à la demande. Elles ne peuvent pas disparaître ou suspendre leurs activités en raison d'un marché saturé. Donc ce n'est pas toujours la logique du marché qui doit tenir. Elles ne peuvent pas disparaître, elles se réadaptent, elles réadaptent leurs activités dans la réparation,
dans la récupération, dans le recyclage, dans le stockage, dans l'éducation, dans la connaissance, dans le tourisme, dans le parastatal, etc. Elles doivent exister, satisfaire, persister. Leur continuité est de préoccupation vive pour l'État qui réfléchit avec eux afin de préserver la continuité des activités vivantes et non pas de laisser mourir une ruine abandonnée, soumise à la spéculation des huissiers ou des ventes aux enchères. De réels états sociaux s'expriment sous le poids des mots. Il suffit d'observer nos campagnes. À l'encontre d'une logique financière jetée, cassée, brûlée, il faut réapprendre à récupérer, à donner, à réparer, à réutiliser, à expédier, par souci d'optimisation. C'est ça le mot essentiel, c'est optimiser nos ressources avant la notion d'argent, avant la notion de marché. Bien sûr qu'il y a des comptes, c'est normal, mais les comptes doivent être équilibrés dans l'intérêt de tous. La gestion d'État protège la richesse de production en dehors du calcul marchand, même si des comptes sont à tenir. Elle revient au sens optimum du mot économe, d'économie, d'économa sur les transferts, les énergies du travail, de la production des biens. Elle tient un rôle d'accompagnement pour soutenir les activités durables, économes, compétitives, autonomes, écologiques, innovatrices. La gestion d'État oriente les fonctions productives et les filières de récupération et de redistribution, de recyclage et de recyclage. C'est-à-dire que l'État n'est pas un marchand. L'État, ce n'est pas un commerçant, mais l'État doit organiser des filières. L'État se soucie d'optimisation. Donc c'est toujours par rapport à l'idée d'État et transfert de technologie, transfert de compétences. Alors l'approche, c'est que la gestion optimale considère l'usage des stocks, la faveur du droit du travail, la contribution au transfert de ressources, l'apprentissage, la transmission, le transfert des compétences. La production européenne a suffisamment produit pour de nombreuses années. La gestion politique vise un optimum de consommation sans entraver l'innovation. Elle gère les stocks disponibles, veille à la durabilité et à la qualité des produits pour récupérer et allonger la vie des biens. Donner à redonner ce qui est à donner, utiliser des biens d'équipement, de transfert du matériel amorti, prêter des compétences professionnelles non usitées, contribuer à l'organisation des filières, contribuer pour le tri poubelle, les activités de quartier, l'encadrement des dons, les transferts d'activités d'associations au nom de leur salaire ou de leur indemnité universelle. Parce que là, on soutient l'idée du revenu universel, ça veut dire que tout le monde a un revenu pour vivre, mais tout le monde aussi a une obligation de contribuer à la collectivité. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose, eh bien, imaginez que mon entreprise soit en difficulté et je sois incapable de payer, pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que je n'utiliserai pas de la main-d'œuvre qui sera payée par l'État? Et why not? Et donc, bon, je n'ai pas le temps de tout vous exposer, mais c'est à peu près l'idée. L'optimisation signifie gestion de ressources et non pas gestion des charges. Le travail ne manque pas, c'est le salaire qui manque. Autant le gérer en ressources propres pour donner à chacun son droit de revenu, tout individu méritant son rendant. Donc vous recevez et vous donnez. C'est ça l'obligation collective. Et je suis persuadé que les gens seraient heureux de pouvoir donner. Chacun reçoit autant qu'il est tenu d'apporter sa contribution à la collectivité en relation avec ses compétences. Pourriez-vous croire à l'incompétence d'un chômeur de carrière? Il y a des gens qui font une carrière de chômeur. Est-ce que vous pouvez croire qu'ils sont complètement incompétents? C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai cité le cas de mon ami Bindo. Il est chômeur depuis très longtemps, mais c'est un homme qui a un don oratoire. C'est quelqu'un, lorsque vous le mettez avec des enfants, il est capable de les animer dans une ambiance de contes, de récits. Ça amuse les enfants, ils sont fous de joie parce qu'il est un peu comique, etc. Donc tout individu a des compétences. Il faut les mettre au service de la collectivité. On te donne un revenu parce que tu es au chômage, mais quand on a besoin de toi pour des activités d'enfants, mais oui, il y a toute cette activité, toute activité d'enfant, tout ce lyrisme, tous ces contes. Tout le monde n'est pas capable de se mettre dans cet état pour faire des grimaces et amuser les enfants. Eh bien, lui, il est capable de le faire. Donc chacun a des atouts. Je cite un exemple, mais dans tout, il y a des choses valables. La cyclique équivaut à une relation d'échange, de troc marchand. Au lieu d'user d'un argent qui manque à tous, nous organisons les transferts de biens, d'équipements, de services dans l'espace ouest africain.
La valeur des produits échangés ne s'applique pas au prix du marché, mais à l'appréciation des stocks à utiliser, à décentrer de navette de départ au sens de l'optimum de l'usage des stocks tient d'une utilité de l'exploitation pour une économie sur la production et l'usage des ressources naturelles. L'économie de l'économie permet le transfert vers le lien d'Afrique pourvu que l'avidité des douanes n'omette. La secondarisation de l'argent qui manque valorise les biens et services. Là, bien sûr, bien entendu, dans une logique de tout argent, dès que vous transférez du matériel, imagine que moi je vais voir cette usine en faillite, ils ont du matériel très lourd. Il faut déjà organiser ce transfert de matériel. Il faut le mettre dans un bateau, il faut passer la douane du Burkina Faso dans un endroit enclavé, ou celle du Sénégal, ou si vous connaissez les douaniers de ces pays, ils sont avides dès qu'ils vous voient arriver. Ce sont des taxes, des impôts, et ensuite il faut mettre ça en place. Et après combien d'années vous allez rentabiliser vos machines? Il faut encore apprendre, il faut encore les remettre en état. Et donc c'est très décourageant. Et l'État doit encadrer ces activités dans le cadre de la bonne coopération. Et bien sûr, moi je suis quelqu'un qui croyait en tout cas dans l'espace ouest-africain. Parce que quand je voyage dans l'espace ouest-africain, je suis partout chez moi. Quand je vais à Bamako, quand je vais au Burkina Faso, partout on parle français avec un accent, je me sens à la maison. Dès que j'atterris à l'aéroport, je me sens chez moi. Il y a une façon de parler, une façon d'être. Et tous les gens qui connaissent l'Afrique, particulièrement les Tunisiens, parce que nous avons une âme africaine et on s'exprime en langue française. Donc quand on va là-bas, eh bien on aurait pu faire de cette Afrique de l'Ouest un fer de lance économique, puissance mondiale. Et aujourd'hui, tous ces pays sont en train de rejeter le CFA, ils sont en train de rejeter la langue. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on parle bambara? Mais moi, je ne suis pas capable d'apprendre le bambara et je n'ai pas envie d'apprendre le bambara. Par contre, débarquer à Dakar et parler français et ironiser et avoir de l'humour, mais c'est notre façon d'être. Et puis avoir de l'échange. Mais c'est une force exceptionnelle que nous avons. Et là, nous sommes en train de cracher dessus et il y a des militants qui s'opposent à la France. Mais en fait, quand vous vous opposez à la France, vous vous opposez à vous-même. Vous vous opposez à votre culture francophone. Ah, alors arrêtez de parler français. Bon, les Algériens le font. Ils ont arrêté de parler français et ils parlent maintenant un arabe littéraire qui n'est même pas un dialecte d'Algérie, mais qui est un dialecte complètement inventé. Ah bon? J'espère qu'ils sont heureux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, ça il faut le savoir. Il y a beaucoup d'Algériens qui regrettent cette façon d'agir boumédienne, qui garde ses traces jusqu'à aujourd'hui. Alors, la recommandation n'est pas moins qu'une méthode de curé de tenir la richesse pour la redistribution équitable au nom d'une charité de Dieu. Là, je fais un peu d'ironie, mais c'est une vérité. Elle n'est pas moins qu'une optimisation de l'économie nationale au nom de salaires universels conquis et de droits et de devoirs. La fonction d'État concerne l'exploitation optimale des ressources, peu importe l'échange. Je vous expédie du matériel amorti qui servira à votre développement local. Et voilà, parce que nous appartenons à une même communauté d'Afrique de l'Ouest. Et puis nous sommes francophones. Et il faut le défendre, parce que la langue, c'est pas la France, mais c'est la communication. L'anglais est puissance dans le monde. Mais la France, elle est puissante, la langue française est puissante en Afrique de l'Ouest. Pourquoi voudriez-vous que l'on rejette cette façon de communiquer, cette façon de nous exprimer, de demander, d'acheter, de vendre, d'envoyer quelque chose? Mais quelle facilité! On n'a pas besoin d'aller dans n'importe quelle formation pour pouvoir communiquer dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi est-ce qu'on va sabrer sur la plus grande richesse? Et deuxième autre richesse, c'était la monnaie commune. Nous avions la chance d'avoir une monnaie soutenue par la Banque de France. La Tunisie, la monnaie ne vaut plus rien aujourd'hui. La monnaie, un dinar valait 1 euro. Aujourd'hui, un dinar vaut 3 euros. Pardon, 1 euro vaut aujourd'hui 3 dinars 500. Et on n'ose plus dévaluer encore. Parce que la vérité, c'est que le dinar, il vaut l'euro vaut dans les 5 dinars aujourd'hui. Mais l'État ne dévalue pas parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais la vérité, c'est ça la vérité des prix. Mais eh bien, avec le CFA, nous avions la chance d'avoir une monnaie solide qui tient. Mais même le Nigeria a adopté le CFA pour son commerce. Et aujourd'hui, nous avons quelques
pseudo-intellectuels, des économistes qui parlent et qui gueulent fort et qui disent que c'est une monnaie coloniale. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Aujourd'hui, il y a de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, c'est une monnaie d'informatique qui surplombe le dollar, qui surplombe des tas de monnaies. Bon, si vous êtes au courant un peu de l'information. Donc arrêtez de dire, ça n'a plus de sens. Ce n'est plus une question de souveraineté, c'est les monnaies solides. Et il faut demander aux États de nous aider à tenir nos monnaies. Alors aujourd'hui, le CFA, et ça c'est une grande faute de Emmanuel Macron, c'est qu'il a laissé faire ses agressions contre le CFA. Mais lui, il n'a pas connu l'Afrique. Il ne connaît rien de l'Afrique. Pour lui, c'est comme si l'Afrique, on a exploité l'Afrique, comme si la colonisation était un affreux système idéologique. Il est dans cette idéologie. C'est pas vrai, c'est faux. Parce que la France veut être un État neutre. Alors l'exploitation, il y a des Français voyous, c'est clair. Ça, on ne peut pas le nier. Il n'y a pas d'Algériens voyous. Il y a des Algériens voyous, il y a des Français voyous. Il y a de tout. Mais ce n'est pas l'État français qui est voyou. L'État, lui, veille à une question de neutralité, d'équilibre, de protection, pour que les gens puissent travailler, pour que l'économie puisse tourner. Et une des fonctions de l'État, c'était de tenir une monnaie solide. Et c'est essentiel pour les pays africains. Mais aujourd'hui, Macron a lâché le CFA. Il dit, ah, vous voulez votre autonomie financière? Eh bien, on vous laisse. De toute façon, ça nous coûte de l'argent. Alors, or, la principale aide que l'on peut accorder à nos États africains, c'est de les aider à tenir leur monnaie. Parce qu'on n'est pas capable de donner une monnaie à l'équivalent du change. Nous composerions un bloc ouest-africain prospère d'une Afrique francophone, puissance mondiale, mieux performante qu'une France africaine facilement vilipendée. Imaginons un ensemble ouest-africain comprenant l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Un autre discours est possible si on opposait les uns aux autres. Agir sur l'argent. La donne économique a focalisé la valeur exclusive pour l'échange, alors que c'est un instrument de mesure. Le tout argent nuit à l'éthique et à la cyclique. Les vieilles religions avaient mis en garde contre les nuisances de la relation d'argent. La pensée fut probablement expérimentée et insuffisamment argumentée. Le pouvoir d'argent devait rester le privilège des maîtres qui tiennent la responsabilité du collectif. L'Église le fit avec habileté. Évidemment, le risque lapidaire, les dépenses somptuaires est réel. Toutefois, l'obligation reste indispensable pour la compétence d'optimum de la gestion publique et comptable. Le tout argent disgracie la relation des gens, les valeurs d'appartenance, les sociétés. Il a modifié nos appréciations. La conséquence fut de négliger la condition de production. Les coûts de l'industrie, de l'agriculture, des ressources naturelles sont sous-évalués par rapport au prix de fonctionnement, de taxation, de spéculation. Ceux de la nature sont niés. Alors là, je prends un exemple. Je dis que tout produit a une valeur, mais la valeur ne correspond pas au coût. Par exemple, j'ai cité l'exemple du pétrole. Le pétrole, quel est le coût du pétrole? Le coût du pétrole, c'est le prix de son extraction, de sa distribution et de sa taxation. Mais cette particule de pétrole que vous brûlez avec une accélération, eh bien, elle a été composée par la formation résiduelle d'un processus chimique qui a duré quelques millions d'années. C'est-à-dire que pour avoir ce pétrole, il a fallu des millions d'années. Et vous, est-ce que vous payez le prix de composition de ce pétrole de millions d'années? Non, vous accélérez sur les gaz et ça ne coûte que le prix de la distribution et vous vous plaignez qu'il ait augmenté et que l'État prenne 30 à 40%, enfin il prend un chiffre énorme évidemment, les gens ont tellement besoin d'essence pour rouler que c'est une principale ressource de l'énergie. Donc dans les contradictions, j'ai dit qu'il fallait réfléchir, être dépendant d'une ressource du pétrole, c'est très fragile pour un État, autant pour les pays pétroliers, autant pour un pays comme la France qui
qui taxe beaucoup le pétrole et qui a une ressource essentielle. Donc si un jour on devait couper l'État français de sa ressource financière, de taxes financières, je crois que ce serait dur. Alors, faut-il prévenir le bien-être ou alors alors le pétrole ne vaut pas le prix de sa génération, donné qu'il y a... Voilà, enfin, bref. Mais le prix de nettoyage aussi, le prix de nettoyage des pollutions n'a jamais été envisagé. Donc le pétrole, on l'utilise, il salit aussi. Mais ni le coût de sa formation, ni les frais de réparation n'ont été envisagés. Faut-il prévenir le bien-être ou le mal-être? Il faudra revenir à la réalité de l'existentiel, du bien-être social aux dépens de la performance des concepts économiques. Il flatte un pays de riches malheureux et s'apitoie sur les pauvres bien souriants. Les notions d'amour, de séparation, d'argent, de solitude, d'huissier, d'amitié, de psychologie ne sont pas résolues, ne sont pas révolues. Ces thèmes méritent la relecture politique. Les États sociaux tiennent une définition de chaque année pour comprendre les notions de richesse et d'intérêt, des besoins, de leur accessibilité, de leur satisfaction, pour mesurer le bien-être vivant, agir dans l'intérêt de chaque population. Les notions de valeur, de richesse interrogent. Le concept n'est pas le même dans le temps, selon les pays, selon les cultures. La richesse peut être exprimée en or, en euros, en crypto-monnaie ou en savoir, en sagesse humaine, en éducation. Est-elle une ressource minérale, industrielle, agricole ou environnementale? Que sera la richesse des Belges en 2040? L'Internet a modifié la hiérarchie des valeurs, qui mérite donc un large questionnement. Ce rapport des échanges pose des contradictions qui perturbent l'éthique, la vie et la zone. Bon, j'ai parlé de la valeur de l'argent. Un euro de Bruxelles ne vaut pas 1 euro à Niamey. 1 euro de Bruxelles vaut la pêche d'un poisson en voie d'extinction sur le fleuve Niger, par exemple. Ça n'a pas de sens. Le prix d'un yaourt vaut 1 kilo de viande au Soudan. Donc on arrive à des incohérences. Voilà, je vous laisse lire. J'ai conclu toujours avec ce propos n'est pas naïf, il concerne l'existence du sol et du puits dans lequel Thalès est tombé. L'instrument de mesure est exprimé en dollars. La monnaie de référence impose une relation de domination où ne pèse pas l'argumentation face à la toute-puissance. En revanche, la domination financière produit des dégâts sociaux sur les tiers et des inégalités, des états d'appauvrissement. Ok, bon, j'en suis là, 47 minutes, je vais m'arrêter. J'ai un autre paragraphe sur l'action sur les besoins. Il faut agir sur les besoins. Au lieu d'agir sur l'argent qui manque, agissons sur les besoins afin d'adapter la production, la distribution, les transferts, optimiser l'usage de nos stocks, des ressources du travail, de réaliser des économies d'échelle, de renforcer la cohésion sociale, de contribuer au bien-être social, bien-être citoyen, réaliser des économies budgétaires. L'approche n'a rien d'innovant, elle s'appuie sur une expérience relevant d'une histoire millénaire de la gestion collective et non pas des seules lumières de l'économétrie. La préoccupation de vivre est une permanence de l'existence, elle compose la satisfaction des besoins du bien-être, des états de manque et des colères sociales, de prévisions et de promesses non tenues, d'informations scientistes, de manipulations intellectuelles, de crises sociales et de détérioration des conditions de vie, de dégradation biologique et de perception de fin du monde qui dénoncent, provoquent, stigmatisent l'égoïsme, les replis sur soi, les violences physiques, les appels d'autorité, les votes extrêmes et les renversements de régime. Les besoins évoluent, se modifient. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 5 ans à peine. Le progrès social a relégué nos peurs d'exigences sécuritaires. L'eau est le premier vecteur de l'avenir. Bon, il y a tout un chapitre sur les besoins qui vont changer, qui se sont modifiés entre les besoins vitaux et aujourd'hui on a des besoins de carte d'identité, de numéro de référence, de code binaire, enfin bref, et bientôt même d'une puce dans la peau. L'approche théorique des besoins nouvelles, bon, une proposition de repenser. Voilà, je vais m'arrêter là.
je vais m'arrêter là. C'est un chapitre que j'ai exposé très rapidement, mais il contient des idées très très fortes. À la relecture, je vois que j'aurais pu réexprimer les choses différemment. Mais bon, c'était quand même un texte de 2019 qui a juste été corrigé et qui pourrait être réécrit, mais les idées restent essentielles. C'est-à-dire que les politiques de relance, ça ne sert à rien, relancer la croissance, c'est pas bon. Les politiques d'austérité, c'est pas bon. Par contre, il faut faire en sorte d'un monde qui tourne et optimiser nos ressources. Avec la banalité, ne pas laisser partir un bateau vide. Redistribuer, ne pas jeter à la poubelle. Des productions qui sont là, et c'est une règle cyclique qui vaut pour tout. Lorsqu'un restaurant, il a fait son marché, et il a prévu de nourrir une cinquantaine de tables, et que finalement sa soirée ne marche pas bien, mais il ne va quand même pas jeter son alimentation à la poubelle. Il doit y avoir une collaboration avec les institutions publiques. Cette alimentation, elle doit aller chez des gens qui ont faim et qui vont manger. Donc ce sont des économies de gaz, et même moi, par exemple, qui, même si je ne suis pas dans le besoin, eh bien je vais manger, ça fera une économie de gaz, et lui, il ne va pas gaspiller cette alimentation. Je cite un exemple naïf, mais c'est valable pour tout. Et toute la fonction économique, c'est de dénicher les contradictions, l'inutile, pour préserver le ressourcement de la planète. Et je crois que l'actualité de Covid nous donne un excellent exemple, puisqu'aujourd'hui nous sommes repliés chez nous, et ça permet à la nature de se ressourcer. Et donc, ne perdons pas d'espoir. Peut-être que la nature est capable de se ressourcer. Si on l'aidait un peu en plus, alors ce serait encore mieux. Voilà. Je vais en terminer là. Et je suis à votre disposition pour faire des exposés plus précis sur... voilà. À bientôt. Ciao, ciao.